Take out the jams, motherfucker! Dans le désordre insolite. Nous allons discuter aujourd'hui avec Gilles Bertin à l'occasion de la parution de son livre autobiographique 30 ans de cavale, mes années punk aux éditions Robert Laffont. Nous avons réalisé cet entretien sur un bout de comptoir d'Armadillo, fin février, en présence de Gilles Bertin, bien sûr, d'Antoine, Caroline et la présence discrète, bienveillante et néanmoins amicale de Trapp, du groupe Vacarme le Rouge. Bien que le livre va nous servir de trame tout au long de cet entretien, nous espérons néanmoins en avoir dépassé les simples faits divers. Pour commencer, on va parler d'abord du groupe. Tu jouais dans Camera Silence. Est-ce que le nom Camera Silence, ça fait une référence à Banda Bader? C'était les cellules d'isolement sensoriel dans lesquelles ils incarcéraient les membres de la fraction Armée Rouge. Et on a trouvé ça dans un livre à l'époque. On était friands de littérature révolutionnaire et on a trouvé ce nom dans un livre et on l'a adopté. Donc c'est par choix idéologique en quelque sorte. Oui, bon. Par sympathie. Par sympathie. Et dans ce cas, bon, là c'est une question plus comme ça. Pourquoi pas avoir fait une référence à des groupes plus libertaires que la Banda Bader?
Tu sais, notre culture politique était vraiment superficielle. Hein. Nous, la fraction armée rouge, les brigades rouges, on mélangeait un peu tout, hein, et on était sympathisants parce que c'est le côté romantique de la chose qui nous fascinait en fait. On n'avait pas suffisamment de culture politique pour réellement comprendre le pourquoi et le comment de tous ces combats révolutionnaires. Dans ce cas, comment tu peux expliquer, à un moment donné, Kamel Silence a une réputation sulfureuse. Comment tu peux expliquer que c'est la méprise qu'il y a eu sur le groupe? Elle est venue plus tard, hein, lorsqu'on a drainé les skinheads à nos concerts. C'est un petit peu de notre faute aussi, mais c'était le propre de tous ces groupes à l'époque. Shem 69 en Angleterre aussi, au début, a drainé des skinheads. Et on a pâti à la fin, ils se sont séparés à cause de cela. La Souris déglinguée en France, enfin bon. Et c'est à cause de notre image, hein, parce que nous, on s'était un petit peu radicalisé au niveau de l'image, hein, on s'était rasé la tête, on n'était plus exactement des punks, et on a commencé à drainer un public de skinheads, dont une partie foutait la merde, quoi, faut être clair. Hein. C'est un petit peu de notre faute, mais on ne contrôlait pas tout ça. Et à l'époque, il n'y avait pas encore ces balances, les fascistes, les rouges d'un côté, ça n'existait pas. Tu appelles ton groupe Caméra Silence, ça fait quand même référence à Bader, donc il y a une connotation politique derrière. Oui, et surtout oui. que dans le livre, quand tu racontes que vous voliez énormément de livres, Oui. C'est pas n'importe quel livre que vous voliez, c'est toutes les éditions Maspero. Ben oui, mais nous, on était dans la révolte. Oui. Culture politique complètement, comme je l'ai déjà dit, superficielle. On était dans la révolte, donc c'est ce côté révolutionnaire qui nous intéressait évidemment. Oui, cet aspect-là. On a MC5 aussi avait commencé aux États-Unis, voilà. Mais on n'était pas non plus on n'était pas des donneurs de leçons non plus. Ouais, vous étiez Et pas nos dans textes, la... je m'excuse, nos textes n'étaient non plus des textes révolutionnaires. On n'était pas dans le pamphlet. On racontait notre vie quotidienne en fait. Mais oui, si on devait se situer quelque part, on était plutôt du côté des révolutionnaires de gauche que de l'extrême droite. En aucun cas, on ne voulait donner de leçons à personne, quoi. Ouais, c'est pas quelque chose que vous revendiquiez. Non, il y a qu'un morceau dans lequel que j'ai écrit moi et qu'on peut cataloguer de politique, c'est Semaine Rouge, hein, qui fait référence aux révoltes en Italie au début des années du XXe siècle, suite à un livre que j'ai lu sur Malatesta, etc. Ensuite, nos textes parlent du quotidien, hein, suicide, squat. Quand à un moment donné que tu vas fouiller des disques dans des magasins à Barcelone, et tu découvres que le rock n'a pas commencé avec Gary Glitter. Tout ça, et donc je reviens par rapport à la scène punk. Est-ce que pourquoi les punks n'ont pas cherché à creuser pour trouver des racines, parce qu'ils ne sont pas venus de nulle part. Du coup, pourquoi ils n'ont pas cherché à creuser? D'abord, les punks, c'était un public jeune, hein, au départ en 77, hein, ce sont des gamins, hein, qui se révoltent un petit peu contre la génération hippie, hein, qui venait des années 70. Donc tout ce qui allait contre cette génération, voilà, ils sont partis dans le punk à cause de cela. Donc ils n'ont pas forcément eu envie de creuser. Ça vient avec le temps, hein. Moi, c'est venu avec l'âge aussi. Je me suis mis à écouter d'autres trucs, d'autres musiques, d'autres sons. Beaucoup plus de punk, hein, maintenant. Mais à l'époque, on avait envie d'une musique... comment dire, urgente. On était dans l'urgence. Dans les années 80, il y a la naissance du punk alternatif. Quelle était ta vision, toi, par rapport au punk alternatif à l'époque? Le punk, en fait, on n'avait pas... le punk alternatif est venu un petit peu après. Hein, c'est-à-dire, ça c'est venu avec les Allemands, hein, le mouvement alternatif, en fait. Ça n'existait pas en France. Hein. Nous, on a tous commencé à écouter du punk avec les Ramones, avec les Sex Pistols, avec les Saints, voilà, les plus cultivés d'entre nous avaient déjà écouté les Stooges et les New York Dolls, MC5. Mais voilà, le punk alternatif est venu après. Ce mouvement alternatif est venu en Allemagne, il est né en Allemagne. Et comment tu l'as vu, toi? Remarque, tu n'étais plus en France à ce moment-là, je crois, dans les années 80, 83, 84. Si, j'étais encore en France. Et quand tu voyais, par exemple, des groupes comme les Berus, toute cette scène-là? On a commencé en même temps.
Ils ont commencé avec nous, et puis les Berus ont commencé comme nous. Seulement, les Berus ont explosé à un moment. Ils ont vendu un album, je me rappelle. Mais d'un seul coup, ils se sont mis à vendre des milliers d'albums. Hein. Les Berus ont vendu 100 000 albums de ce fameux marché. Donc ils ont explosé, donc ils sont devenus célèbres en quelque sorte. Nous, on est restés dans notre coin à vendre quelques milliers de disques. Mais oui, on a commencé ensemble avec OTH, avec les Berus, avec la Souris. Ils ont commencé un peu avant. C'est la même scène, mais comme nous étions en province, voilà, on n'a pas forcément de contact avec tous ces groupes. Tu as une phrase que moi je trouve très bien écrite, quand tu parles par rapport à la dope et notamment par rapport à l'héroïne, tu dis c'est le commencement de la fin. Et c'est exactement ça. Et cette phrase-là, est-ce que tu en avais conscience à l'époque ou tu l'analyses ou tu en as fait l'analyse rétrospectivement? Bien évidemment, j'en ai fait l'analyse rétrospectivement parce que à cette époque on n'en avait pas conscience. À cette époque c'était quand même le sexe, drogue et rock'n'roll. Tout le monde se droguait, tout le monde faisait la fête. C'était voilà la référence des groupes. Les Headbreakers, c'était tous des junkies. Les Ramones, même chose. Et voilà, et ça faisait partie du rock'n'roll, ça faisait partie du milieu, ça faisait partie de notre vie. Malheureusement, c'était l'héroïne, et ça aurait pu tomber sur autre chose, mais voilà. Et c'est le commencement de la fin, mais on n'en avait pas du tout conscience. Ouais. On a mis les pieds dans quelque chose qui a pratiquement exterminé une jeunesse. Hein. Ah oui, oui. Je souhaiterais revenir à tes écrits. Je me suis fait la réflexion, tu sais, dans les premières pages de ton livre, quand tu arrives au domicile de tes avocats, tu dis que tu te reposes, tu as besoin un peu de décompresser, ce qui se comprend tout à fait. Et tu dis dans une maison pleine de livres. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que tout au long de ton livre, à proprement parler,
tu parles aussi de l'importance des livres pour toi, de la littérature. Moi, je trouve que Cécilia, elle a une manière très subtile de t'amener à lire des auteurs classiques. C'est fort que tu entretiens avec Cécilia. Oui, bien évidemment, la littérature, c'est Cécilia qui m'a initié à Ouais, ça tu le racontes très bien. à la littérature. Je lisais, étant môme, des livres de science-fiction, des livres d'horreur, bon, des trucs, des polars surtout. Oui, mais Mais à la littérature, c'est elle qui Oui. m'a initié, et Oui. c'est vrai que j'ai beaucoup appris, oui, parce que bon, il faut bien se rendre compte que moi, je n'ai pas fait d'études secondaires, je n'ai pas été à l'université, ni même au lycée. Hein, donc je suis a priori en français, et j'étais nullissime. Et tout ce que j'ai appris, c'est avec la littérature. Tout ce que j'ai appris, c'est en lisant les journaux et en lisant des livres, quoi. Moi, c'est ce qui m'a le plus la partie. En fait, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti en lisant ton livre. C'est vraiment ce fil conducteur, si tu veux. Et oui, ça, c'est Cécilia qui m'a initié à la littérature. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. J'ai appris, voilà, j'ai lu même des grands auteurs, hein, dont Oui. je n'aurais même pas osé imaginer. Non, c'était une autre sphère. Hein, Voilà. pour toi. Et moi, je trouve que finalement, ta cavale, elle te file un second souffle. Et on en revient toujours à Cécilia. C'est-à-dire, ça t'a permis de te reconstruire, de te construire aussi. Ben, Pas seulement reconstruire, mais construire. oui, voilà. De te révéler finalement. Oui, ben, tu as tout compris. Merci. Avec Cécilia, C'est une histoire d'amour. émotionnellement, d'un seul coup, je me stabilise, voilà. Oui. Je parviens à maintenir une relation, oui, d'amour avec Oui. une personne, et c'est ce qui me stabilise complètement. Et à partir de ce moment-là, je me reconstruis. C'est tout Ouais. à fait ça. Ouais, parce que c'est ça, tu le décris très Et ben bien. c'est bien qu'on le ressente. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et juste, il y a un truc que tu dis à un moment donné, quand le groupe avec qui tu étais pour braquer tombe tous, sauf toi, et tu vois ça, et est-ce que t'es pas tombé juste, parce qu'à un moment donné, tu dis, on avait tout prévu, sauf l'essentiel, nous projeter dans l'avenir. Et justement, quand tu es en cavale avec Cécilia et tout ça, tu as des projets, tu veux monter un magasin de disques, etc. et tout, et tu as des perspectives pour ta vie, si tu veux. Et est-ce que on a le sentiment que les autres sont tombés, en fait, parce qu'ils n'ont pas ça, et que toi, tu as tenu parce que tu avais une perspective qui allait au-delà. Tu vois, je veux dire? C'est tout à fait ça. On était encore dans le no future avant le braquage, et d'un seul coup, je me retrouve tout seul, bon, avec mon ami qui rapidement est parti lui aussi, parce qu'il était encore dans le no future, et je me retrouve avec une relation, et je me suis reconstruit à partir de cela, avec le recul. Sur le moment, je n'y pensais pas, hein, mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est comme ça que ça a commencé. Je me projette dans l'avenir pour la première fois, je fais attention à quelqu'un d'autre, je ne pense plus qu'à moi. Hein, voilà. Et par la suite, évidemment, tu découvres ce que c'est que l'empathie, etc. Et ça vient bien, sur les 20 années qui ont suivi, je redeviens une personne sociablement normale, C'est ce qui est le plus touchant. Ouais. d'une certaine façon. Dans le livre, ce qui est le plus touchant, c'est... ouais. C'est elle qui t'ouvre. Ben oui. Énormément, elle t'ouvre à plein de choses. Moi, je trouve qu'elle te construit. Finalement, tu te construis avec elle plus. Oui, mais ça serait bien qu'elle vous entende, hein, parce que des fois, maintenant, elle doute de plein de choses. Ah maintenant, non, elle a pas douté. alors du tout. que il faudrait lui faire écouter justement cette émission, parce que ça va lui redonner un petit peu, tu vois, parce que oui, C'est ton père, hein, tu vois, par rapport au livre et tout ça, c'est des trucs qui m'interpellent, si tu veux. Et c'est en fait l'intérêt du livre, au-delà de l'histoire racontée, elle est là. eh ben c'est bien que c'est la première fois qu'on m'en parle. Hein. J'ai fait des tas et des tas de radios, j'ai donné des tas d'interviews, et c'est la première fois qu'on touche vraiment au sujet. Oui. Hein, le sujet du livre, quoi, en fait, hein, Oui. parce que c'est une reconstruction, en fait, Oui, et c'est tout à une fait. façon, et c'est aussi, oui, voilà, la façon qu'a une personne de se réinsérer sans passer par la prison, en fait. Et- Non. Et moi, je dirais même que moi, ce qui m'a le plus intéressé, et ça rentre un peu dans le cadre, ton livre rentre dans le cadre de ce qui, moi, personnellement m'intéresse, c'est comment, si tu veux, quelqu'un qui a une vie toute tracée, toute organisée, ou voilà, enfin une certaine, qui est normée, si tu veux, entre guillemets, eh ben, tout d'un coup, en une fraction de seconde, sa vie va basculer, et comment ces minutes de seconde qui font tout basculer, va modifier, va impacter sur tout le restant de la vie de la personne. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est comment finalement la personne va s'adapter, comment elle va gérer ça, comment qu'est-ce qu'il en sort au final de tout ça.
tu vois, au bout d'un moment. Et c'est ça qui est bien. Donc c'est en même temps une leçon d'espérance, je dirais. Et moi, je trouve que je suis ravie que tu n'aies pas fait de prison, et ça, je le dis personnellement, c'est que au moins, tu as évité à tes gamins d'aller te voir en prison. Et ça, rien que pour ça, ça vaut le coup que tu aies fait de la cavale. Même si c'était dur pour toi, même si c'était dur pour eux. Hein. Oui, mais on touche, là, encore une fois, je vous remercie, parce que là, on touche vraiment le sujet du livre. Hein. C'est pas seulement une histoire de braquage, c'est pas seulement une histoire de Non, musicien, c'est pas une histoire de... On touche le sujet du livre, voilà, c'est la première fois que j'en parle aujourd'hui, je pense que c'est important hein, de le souligner. I'm gonna wait till the midnight hour. That's when my love comes tumbling down. I'm gonna wait till the midnight hour when there's no one else around. I'm gonna take you, girl, and hold you and do all the things I told you in the midnight hour. Yes, I am. Oh, yes, I am. One thing I just want to say right here. I'm gonna wait till the stars come out and see that twinkle in your eyes. I'm gonna wait till the midnight hour. That's when my love begins to shine. You're the only girl I know that really love me so in the midnight hour. Oh yeah, in the midnight hour. Yeah. All right, play it for me one time now. I'm gonna wait till the midnight hour. That's when my love comes tumbling down. I'm gonna wait when the midnight hour. That's when my love begins to shine. Just you and I. Oh, baby, just you and I. Nobody around, baby, just you and I. All right. You know what? I'm gonna hold you in my arms, just you and I. Oh yeah, in the midnight hour. Oh baby, in the midnight. Je trouve que te voir, toi, à travers le prisme de la dope, le prisme du casque, ça me gonfle. Voilà, moi ça me fatigue. Voilà, parce que c'est pas ce que j'ai retenu de plus intéressant dans le bouquin. Mais je vous remercie. Et après, ce que j'aimerais quand même savoir, c'est comment tu arrives à gérer, si tu veux, le fait de devenir maintenant un personnage public. C'est la question que je me suis posée. Tu vois, je pense que ça doit pas être facile. Ah non, ce n'est pas facile. Non. C'est même des fois, c'est même quelquefois. Bon, il faut toujours raconter les. Oui. Faut être disponible. Je commence à m'y faire maintenant, un peu, là, après ma semaine à Paris. Mais au début, c'était difficile. Hein. J'ai passé 30 ans sans rien dire à personne, Mais voilà, sans c'est raconter, sans me projeter socialement, quoi. Je veux dire, Oui. j'existais, j'étais là, mais bon, en fait, j'étais un petit peu invisible. Hein. Donc oui, quelquefois, ça m'étourdit un petit peu, hein, ça tangue. Ouais, mais ça c'est pour Cécilia. Je dirais que finalement, elle t'a aidé à prendre corps, dans tous les sens du terme. Oui, mais voilà. Non, mais c'est vrai, parce que Non, ça... mais c'est vrai. c'est touchant. Mais quelque part, je trouve que c'est ça. Eh ben, Elle écoutez, t'a donné une identité, elle t'a fait révéler, elle t'a vraiment révélé, quoi. Enfin, moi, eh ben, j'ai hâte Cécilia, le jour où je vais à Barcelone, je viens te voir. Hein. Oui, voilà, ben, vous êtes les bienvenus d'abord, et j'ai hâte qu'elle écoute cet entretien.
pour qu'elle se rende compte de l'importance qu'elle a eu pour moi. Parce que oui, maintenant, c'est ça. elle est dans le doute. Parce que bon, maintenant, Mais- d'un seul coup, je suis projeté sur... Non, mais Voilà, jusqu'à présent, finalement, c'était elle la détentrice de tous tes secrets. tout à fait. Elle était dépositaire de tous tes secrets, de tout. Voilà. Et là, maintenant, tu partages. Donc, c'est pas... C'est un peu difficile pour elle. C'est difficile pour elle, il faut trouver un équilibre. Mais voilà, tout à fait. Mais écoutez, vous, Moi, c'est bon. vous avez tout à fait mis le doigt dans Et après, ça, c'est ma dernière sur ce qui était question. important. Merci. Et ça, c'est vraiment ma dernière question. C'est si tu n'avais pas joué dans un groupe, crois-tu honnêtement, franchement, que ton livre, 30 ans de cavale, serait autant relayé par la presse, en dehors du fait ton livre soit publié chez Michel Lafon, et trouverait-il autant d'impact dans le petit milieu du rock? Non, pas du tout. Non, évidemment, on me reparle, moi, je reçois plein de courriers, Et oui. j'ai plein de retours, et ce sont des gens qui ont écouté Caméra Silence à leur époque. D'ailleurs, je suis le premier surpris de savoir que Caméra Silence a conservé une petite notoriété, parce que moi, quand je suis revenu, je ne pensais plus à ça. Non, parce que pour toi, c'est... C'était complètement... J'avais oublié tout ça. Bon, et d'un seul coup, voilà. Non, mais évidemment, il n'aurait pas eu le même impact. Ouais. Voilà. Et les gens ne me parlent pas du braquage, les gens me parlent de Caméra Silence. Et j'en suis fort aise. Voilà. Everybody, give it to me. I want you to believe every word I say. I want you to believe everything I do. I say music is what I've got, baby, and I gotta find some way to make it. Music is what I've got, baby. I want you to come on and shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Oh yeah, yeah. Na 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 na. Oh yeah. Come on, funky, 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 funky Kingston. It's what I've got for you now. Oh yeah, funky Kingston. Yeah, it's what I've got for you, funky Kingston. Oh yeah. Let me hear your funky guitar. Your reggae. I do. Here, play nice. Lick it to me. Lick it to me. Oh yeah. All right. Oh yeah. Watch me now. You watch me now. All right. Going from east to west now. I just went from north to south. Yeah. All over America, people keep on asking me for funky Kingston, but I ain't got none. So won't take it away from me. You gotta go on which one? Funky Kingston now. They keep on asking me, but I ain't got none. Somebody take it from me. You gotta go on which one? Funky Kingston now. Funky Kingston now. Funky Kingston now. Hold on.
west, now, from north to south now. Over America, people keep on asking me for one gig now. But I ain't got none. Somebody take it away from me. You gotta go and get your one. I ain't got none. One gig now. Somebody take it away from me. You gotta go and buy yourself one. From the now. Dans le désordre insolite vous a présenté Gilbertin, 30 ans de cavale mes années punk aux éditions Robert Laffont. Nous remercions Gilles pour vraiment ce chouette moment. Et comme l'écrit Gary Snyder dans La pratique sauvage, le sentiment de jouissance et d'abandon que procure l'amour, comme cela a été souvent chanté, fait partie du désir sauvage qui est en nous. La mise en onde a été faite par Antoine, Caroline, avec les conseils très avisés de Bruno Santi et Vomi Bogos.